Alors, avant de vous présenter Patrick Pérez, qui est à ma droite, là, je voudrais dire quelques mots sur le sujet de l'école. Ça fait des années, j'ai l'impression que nous n'avons pas abordé dans les conférences de l'UPPA cette grande question de société qui défraie régulièrement la chronique avec une très forte présence dans le débat public et je dirais souvent avec les polémiques publiques sur les politiques scolaires en France. Vous savez que depuis quelques mois, on parle par exemple du retour de l'uniforme, des questions de gestion du voile islamique, des violences scolaires et périscolaires, de la question de l'enseignement privé et de sa nécessaire réglementation, régulation, de la mise en place de groupes de niveau. Autant de sujets qui font l'actualité brûlante. Mais en arrière-plan, il y a peut-être des questions de fond à poser et je pense qu'on va pouvoir le faire avec Patrick ce soir. Patrick Pérez, donc, qui est enseignant-chercheur depuis 1997 à l'université d'Aix-Marseille et qui est membre de mon laboratoire, le LEST, le laboratoire d'économie et de sociologie du travail, mais qui ne s'intéresse pas qu'au travail, vous le verrez, qui a soutenu sa thèse en 1993 sur, je cite, les stratégies populaires face à l'école, analyse d'un dispositif périscolaire dans les quartiers nord de Marseille, et qui depuis travaille très régulièrement sur les questions de sociologie de l'école. Donc tout à fait compétent, c'est pour ça que j'ai invité, en plus du fait que c'est un bon enseignant et un ami. Il a été aussi, je signale, dans sa déjà longue carrière, professeur invité au Mexique, à Monterrey, la frontière nord du Mexique, en 2011, et je vais lui passer tout de suite la parole en vous conseillant de bien l'écouter. Il ne sera pas très très long, et donc vous aurez la possibilité, bien sûr, d'intervenir sur des questions sur lesquelles, en fait, tout le monde a quelque chose à dire, ne serait-ce que par notre propre expérience, ce qui n'est pas le cas de tous les sujets qu'on traite ici, ou de l'expérience de nos enfants, de nos petits-enfants, voire de nos arrière-petits-enfants. Voilà, merci. Bien. Bon, il faut que je le rapproche un peu. Bon, écoutez, premier point, vous remercie à tous pour m'accueillir. J'espère que je vais être pertinent et intéressant. Alors, vous allez voir, vous entendez pas bien là, ça va? Oui. Ah, très bien. Ok. On va voir si on ne peut pas lever le son. Bon, donc il faut que je le laisse très très près. Alors, pour cette intervention, je vais m'appuyer sur un certain nombre de documents, des tableaux, des graphiques. Il y en a beaucoup, je ne les commenterai pas tous, mais si vous voulez, moi, ça me permet de tenir le fil, et puis éventuellement, on pourra y revenir au moment où vous me poserez des questions. Voilà. Alors, comment vous dire? Je vais aborder la question de l'école au prisme, finalement, de deux idées principales. D'une part, je vais l'aborder au prisme de la question de l'origine sociale. L'école, finalement, parvient-elle à respecter ce qu'elle affiche, une volonté de démocratisation. Donc, je vais m'intéresser dans un premier temps à la question de l'origine sociale et ses effets sur le parcours des élèves ainsi que sur leurs acquisitions. Ce sera pour moi l'occasion de questionner les politiques publiques qui ont été mises en œuvre depuis les années 60, disons depuis l'après-guerre même. Et puis, j'espère que je ne serai pas trop long sur cette question pour en aborder une autre qui est celle des différences masculin-féminin en matière de scolarité. Alors, ce sera intéressant parce qu'on verra que, en ce qui concerne l'origine sociale, l'État, en dépit de sa volonté, du moins pendant une certaine période de démocratisation, a relativement échoué à réduire les inégalités initiales devant l'enseignement, alors que finalement, alors que ce n'était pas une préoccupation de l'État, on voit poindre, à partir des années 70, les filles qui rattrapent et devancent les garçons à tous les étages de l'édifice scolaire, même si, nous le verrons, le caractère, je vais le dire comme ça, sexué des orientations persiste. C'est peut-être quelque chose sur lequel il faudrait un petit peu se poser des questions. Donc, voilà.
Je vais partir concernant la question de l'origine sociale. En fait, mon exposé va découper deux temporalités majeures. Une première, voilà, je vous fais partir la première période de 1959 à 1998. Et puis nous verrons qu'à partir de cette période, on voit le système français basculer, j'ai envie de vous dire, dans un autre registre de fonctionnement. Et on va conserver ce découpage en deux périodes majeures. Alors, je l'ai indiqué, une politique volontariste de l'État entre 59 et 98, alors animée par des valeurs productivistes, on va le voir. L'État investit dans l'éducation et son souci, c'est de produire des gens qui sont mieux formés, qui sont allés à l'école plus longtemps. Et les économistes savent que finalement, ce que l'on appelle le capital humain est garant, si vous voulez, d'une meilleure productivité. Et c'est un facteur important de croissance économique. Et que l'on soit de gauche ou de droite, j'ai plutôt envie de dire d'abord de droite et après de gauche, l'État français n'a pas modifié son engagement dans la dépense d'éducation. Et puis, nous le verrons, simultanément, l'État uniformise, je vais le dire comme ça, du moins partiellement, le système d'enseignement de manière à offrir, si vous voulez, une égalité des chances, une égalité formelle, mais voilà, c'est une égalité de droit. Alors, je vous l'ai dit, on va voir quelques graphiques, hein, donc en voici un. Alors, bon, à chaque fois que je mets un graphique ou un tableau, hein, si ça vous intéresse, là, il y a les sources qui sont indiquées, mais bon, vous pourrez consulter. Alors, ça, c'est, vous voyez le graphique, c'est la durée moyenne des études initiales des actifs sur le XXe siècle. Alors, attention, hein, on ne compte pas l'enseignement maternel, hein. On compte les années à partir de l'enseignement primaire, et vous regardez qu'en l'espace d'un siècle, hein, nous sommes passés une période de 5 années et demie de durée moyenne d'études, ce qui fait qu'on y rentrait à 6 ans, on y sortait en moyenne à 11 ans et demi, voyez. Et puis à la fin du XXe siècle, on rentre d'ailleurs avant 6 ans, on rentre bien souvent à 3 ans, et on sort en moyenne à 18 ans. Maintenant, on est plutôt à 19-20 ans. Hein. Donc, vous remarquez qu'en fait, il y a quand même un trend à la hausse, mais avec une inflexion dans les années, vous voyez, entre les années 50-60, on s'aperçoit que la pente devient plus prononcée, et on va le voir, c'est le moment où vraiment on assiste à une politique volontariste de l'État français, avec ce souci finalement d'améliorer le niveau de scolarité de la population française, des élèves. Alors, information identique, mais cette fois-ci, si vous voulez, hein, en termes de durée d'études, de type d'études. Donc vous voyez que la scolarité obligatoire, hein, de 13, 14 ou 16 ans selon les années, à partir au milieu des années 50, vous voyez qu'on a une inflexion à la baisse. Et puis, bien entendu, ce que l'on voit, c'est qu'on voit se développer l'enseignement secondaire. Et puis un peu plus tard, 5 ans après, l'enseignement supérieur. J'ai envie de vous dire, et la France ne déroge pas à une tendance lourde, c'est que le XXe siècle, c'est le développement de l'enseignement secondaire. Voilà. Alors, un point, c'est le développement de l'enseignement secondaire, où nous allons le voir, l'État a joué quand même un rôle conséquent, ce qui est très différent de l'enseignement primaire. Sachez qu'en fait, quand on regarde le développement de l'enseignement primaire, plus important, lorsque l'on regarde le développement de l'alphabétisation, vous voyez, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui se développe pendant 3 siècles, du 16e à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, les Français sont à plus de 95% alphabétisés. Et en fait, l'alphabétisation n'est pas l'instruction, parce que l'instruction arrivera à la fin du 19e siècle comme une obligation, les lois Ferry, mais en fait, elle ne fera que conclure un processus qui, si vous voulez, s'inscrivait dans la longue durée et qui s'enracinait dans les communes. C'était en fait les communes qui recrutaient les enseignants, c'était les communes qui finançaient, et lorsque les historiens se sont livrés à des travaux, ils ont montré qu'en fait, plus une région se développait d'un point de vue économique, mais avec le développement économique, il y avait la présence des agents de l'État, et plus on voyait l'alphabétisation se développer. Pourquoi ? Parce que quand on commence à signer des contrats, il faut savoir lire et écrire. Et simultanément, si on veut faire des recours, il faut connaître la loi. Voyez ? Et les historiens l'ont montré région après région, plus une région se développe et plus l'alphabétisation suit. Alors bien entendu, classe bourgeoise, les agriculteurs qui ont les revenus les plus élevés, les artisans, les commerçants, mais tout ça, vous voyez, avait un ancrage local. Et voilà, ça c'était
développé. L'enseignement secondaire, c'est tout à fait autre chose. J'ai presque envie de vous dire, c'est l'État qui prend la main. C'est l'État qui prend la main. J'aurai l'occasion d'y revenir. En plus, l'État français, d'une manière particulière, puisque le programme est national, hein, ce n'est pas le cas de tous les pays, les enseignants, publics ou privés sous contrat, sont rémunérés par l'État. Et c'est l'État qui recrute sur concours. Vous voyez ? Donc, l'État a deux monopoles. Définition des contenus d'enseignement, monopole de recrutement et de gestion des carrières des enseignants, et l'on verra que cela peut avoir des incidences par la suite. Alors, je vous disais, un développement de l'éducation avec le rôle prévalent de l'État. Bon, là, je me suis appuyé sur deux sociologues que j'apprécie particulièrement, et qui, en fait, se sont amusés à chiffrer. Alors, ils ont chiffré la dépense d'éducation pour deux générations. Alors, la première génération, ce sont des personnes nées en 1940. Et la seconde génération, ce sont des personnes nées en 1968. Et en fait, ils se sont intéressés à ce qu'ils sont devenus 30 ans plus tard. Bon, pour aller vite, la génération qui est née en 1940, l'État, alors j'ai converti ça en euros 2023, en pouvoir d'achat de l'euro actuel. Voilà, l'État a dépensé 5 milliards d'euros. Alors, quand je dis dépenser 5 milliards d'euros, c'est pour entretenir les locaux, payer le personnel administratif, enseignants, c'est tout ça. Hein. Voilà, 5 milliards d'euros. Pour la génération de 68, c'est 48 milliards d'euros. Voyez, c'est beaucoup plus. Hein. Donc, on a un solde positif là de 38 milliards d'euros. Et ces deux chercheurs se sont amusés. Bon, je ne sais pas si on s'amuse en faisant ça, mais bon, eux, ils se sont amusés, je les connais, à décomposer ces plus 38 milliards d'euros. Alors, 9,5 proviennent du fait que la seconde génération comprend plus d'individus. Vous voyez, plus 320 000 individus. Donc, ça coûte. Hein, voilà. 4,9 milliards proviennent du fait que les personnes sont allées plus loin dans les études. Donc, voilà, il y a eu cet effet. Et puis, regardez, ça, c'est la dépense nette d'éducation par élève. C'est plus 23,6 milliards. C'est en fait près des 2/3, presque les 2/3 de cette augmentation dans la dépense d'éducation. L'État met la main à la poche. J'ai envie de vous dire, il met la main à la poche. Comment ? En divisant le nombre d'élèves par classe par 2, en recrutant des enseignants, en valorisant aussi le salaire des enseignants, en construisant des établissements. Voilà. Sachez que, voilà, par exemple, dans les années 60, il s'ouvrait un collège par jour. Un collège par jour. Vous voyez ? Donc c'était, voilà, c'est pour donner un chiffre. Alors, non seulement l'État met la main à la poche, mais les parents aussi. Alors, les parents, en fait, ils se soucient d'abord et avant tout du bien-être de leur enfant, mais les économistes, vous savez, ce sont des personnes un peu comme nous aussi, les sociologues, ils n'ont pas de cœur et donc ils chiffrent tout. Alors, on aurait aimé chiffrer le temps que l'on consacre aux enfants, ça c'est le meilleur indicateur du souci de l'enfance, vous voyez. Mais ça, on n'a pas de mesure. Par contre, on a une mesure sur les dépenses, sur le coût de l'enfant, à travers d'enquêtes dont on dispose, qu'on appelle les enquêtes budgétantes. Et donc, ils ont montré que, si vous voulez, pour amener un enfant, vous voyez, de sa naissance au moment où il va quitter ses parents et il ne dépendra plus d'eux-mêmes, eh bien, en moyenne, hein, ce sont des moyennes, hein, eh bien, il était dépensé 42 000 euros. 28 ans plus tard, c'est 156 000 euros, c'est-à-dire qu'un enfant est porteur d'un capital qui est identique au patrimoine moyen des Français. Vous voyez, mais c'est un capital qui ensuite devient productif dès lors qu'on est au travail. Donc en fait, vous voyez, l'État met la main à la poche, les parents aussi suivent et se comportent finalement, en le sachant ou pas, comme des investisseurs, comme le faisait l'État, puisqu'en fait, la dépense d'éducation, ce n'est pas une dette qui coûte, comme beaucoup de dettes, c'est un investissement, ce qu'on oublie un peu trop de rappeler. Et voilà. Donc, premier point, vous voyez, c'est ça. Et puis, c'est autre chose, décidément, je me trompe tout le temps. C'est autre chose. On va simplement regarder la colonne 1963-75. Si vous voulez, au début du XXe siècle, l'école, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a une qu'on appelait l'école primaire. On y rentrait à 6 ans et elle était obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans. Et puis, il y avait l'école secondaire avec ces petites classes qui correspondent à notre primaire actuelle. On y rentrait à 6 ans aussi, mais en général, on allait jusqu'au bac. L'une, si vous voulez, scolarisée au début du XXe siècle, 94% d'une génération, l'autre seulement 6%. Et sur ces 6%, voilà, que un petit nombre arrivait jusqu'au bac.
Alors, vous voyez, il y avait deux ordres d'enseignement et l'État français, progressivement, au cours du XXe siècle, va unifier. Alors là, je vous ai mis simplement ce que l'on a appelé l'enseignement secondaire. Par la suite, vous voyez, c'était les cours complémentaires, les écoles pratiques, les écoles nationales professionnelles, etc. Pour aller vite, 1963, il y a la première volonté de commencer à créer un collège qui n'est pas encore unique, puisqu'il y avait les CES, il y avait les CEG, à l'intérieur, donc des statuts administratifs différents, des financements différents, des publics différents, sachez, hein. Et puis, il y avait à l'intérieur de ces différents types d'établissements secondaires, il y avait des filières. Filière 1, filière 2, filière 3, filière de transition. C'était encore un espace hiérarchisé dont les établissements étaient différents. 1975, c'est une réforme qui avait été beaucoup décriée à l'époque, mais soutenue par le gouvernement du Giscard d'Estaing. C'était ce qu'on a appelé le collège unique. Hein, donc la volonté de créer une 6e, une 5e, une 4e, une 3e avec des programmes identiques sur l'ensemble du territoire français. Prélude, si vous voulez, hein, au lycée. Alors attention, finalement, en l'espace d'un siècle, on est passé d'une chose, hein, parce qu'au début du XXe siècle, quand les gens scolarisaient leurs enfants, ils choisissaient enseignement primaire, enseignement supérieur, secondaire, et c'était ça qui définissait votre devenir. Voilà, c'était d'abord et avant tout ça. Quand on faisait l'enseignement primaire, éventuellement, si l'enfant n'était pas trop mauvais à l'école, on lui faisait passer le certificat d'études primaires, il pouvait continuer après et prétendre à des positions de ce qu'on dirait maintenant de profession intermédiaire ou employé. À partir du moment où le système s'unifie, ce qui fait le devenir de l'enfant, c'est sa réussite aux épreuves scolaires. C'est tout à fait autre chose. Ça se construit dans l'école. Voilà, et plus d'examen de 6e, en effet, qui, de fin de CM2 de passage en 6e, qui cesse en 1963. Voilà. Alors, du coup, bon, résultat des cours, ce que peut-on observer? Je vais donc m'intéresser maintenant. Vous voyez, l'idée, c'est quand même de construire une école unique. Construire une école unique au XXe siècle, dans cette tendance à la hausse, c'est pas propre à la France. Hein. Sachez que dans tous les pays européens, par exemple, et à peu près selon le même tempo, il y a eu cette volonté de construire un enseignement secondaire unique, enfin pas complètement unique, hein, puisque quand on crée le collège unique, en fin de 5e, on peut être orienté, hein, dans l'enseignement technique. Ensuite, ça a été supprimé, mais enfin. Mais c'est cette idée quand même de fournir un espace identique. Alors, on va se questionner maintenant sur le fonctionnement de cette école à l'aune de deux indicateurs. Dans notre jargon, on appelle ça comme ça. La première, c'est le taux d'accès au bac. Voilà. Le bac, parce que ça a longtemps été la barrière et le niveau, hein, comme l'avait dit un sociologue. Et puis, on va prendre une autre mesure. On va prendre une mesure, cette fois-ci internationale, qui est celle, je vais le dire comme ça pour l'instant, des compétences des élèves à 15 ans. Parce qu'on dispose d'enquêtes internationales qui nous permettent de savoir le degré de compétence des élèves à 15 ans. Ce n'est pas inintéressant puisque 15 ans correspond à la fin de l'obligation scolaire. Donc voilà, au moment où l'on quitte, hein, où l'on est soustrait à l'obligation scolaire, finalement, je vais le dire comme ça, quel est le SMIC scolaire des élèves français. Voilà. Donc, entre guillemets, par le haut et par voilà, le socle commun. Quel est ce socle commun? Alors, pour le bac, justement, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est qu'on voit une progression, mais vous voyez, elle n'est pas continue. Elle est marquée par des paliers. Hein, donc de 1950, bon, on passe de 5 à 10% d'une classe d'âge. Vous voyez, c'est peu. Hein. Les années 60 à 70, on passe de 10 à 20% d'une classe d'âge au bac. Voyez, puis après, il faut presque encore une vingtaine d'années pour gagner encore 10 points. Moi, je fais partie de cette génération-là, vous voyez, qui est 30% d'une classe d'âge au bac. Et puis, vous voyez, en l'espace de 10 ans, en fait, vous avez la proportion des bacheliers qui double, hein, puisqu'on passe de l'ordre de 32% à 62%. Voyez. Et puis, à nouveau un palier, et puis ça repart à la hausse à partir des années 2010, mais vous voyez principalement au niveau du bac professionnel. Alors, vous avez vu, hein, bac général
croissance quand même, hein, entre 88 et 98, les bacs technologiques aussi, et puis on voit apparaître le petit dernier, hein, c'est le bac professionnel, qui émerge en 1989, hein, c'est l'époque où la gauche annonce 80% d'une classe d'âge, et dans ce sillon se crée entre autres, hein, le baccalauréat professionnel, qui progressivement va prendre de l'ampleur, puisqu'on voit qu'à partir de 2010, hein, il augmente, hein, la proportion de bacheliers, hein, titulaires d'un bac pro augmente de façon plus importante que pour les autres bacs. Voilà. Donc, ce constat, si vous voulez, la question des sociologues, et dès le début des années 60, ça a été de se dire, mais puisque l'État affichait la volonté de démocratiser l'école, assiste-t-on vraiment à une démocratisation? C'est-à-dire, à partir du moment où l'on brandit, hein, la valeur d'égalité des chances, eh ben, on se dit, eh ben, voyons voir. Hein, alors, en même temps, je vous présenterai un petit peu l'histoire de ma discipline. Voilà, ça sera, je vais essayer de le faire de façon un peu légère, en tout cas de ma discipline quand elle s'intéresse à l'école. Alors, vous voyez, 1963, vous en avez parlé, c'est la réforme Fouché. Si vous voulez, voilà, l'État quand même commence à se préoccuper de cette question dès les années 60. Il faut que vous sachiez qu'en 1962, l'INED, c'est un organisme de démographie, l'Institut national des études démographiques, a produit une enquête extraordinairement riche qui s'appelle une enquête par panel, c'est-à-dire qu'ils ont construit un échantillon représentatif d'élèves qui entraient en 6e en 1962 et ils les ont suivis pendant 10 ans pour voir ceux qui accédaient au baccalauréat. Et donc ça a produit des résultats tellement intéressants que sachez qu'en France, grosso modo maintenant, tous les 8 ans, l'enquête par panel est répétée. Vous voyez, ce qui fait qu'on dispose de données extraordinairement riches, beaucoup plus riches que dans la plupart des pays de l'OCDE. Oui, mais là, on raisonne en proportion. Ça, c'est sur 100 personnes. Vous voyez combien sont arrivés. Alors, voilà. En fait, entre les années 60 et 70, vous avez un ensemble de travaux. Bon, je sais pas. Bon, les plus connus, c'est Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, les héritiers, les étudiants et la culture. Baudelaire Establé, l'école capitaliste en France. Bon, en fait, le discours de la sociologie, c'est un discours de la critique sociale. Voilà. En fait, ces auteurs ont montré que, en dépit de la bonne volonté de l'État, l'école contribuait à reproduire les inégalités initiales devant l'école. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Chez Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, c'est principalement à partir des héritages culturels. Ils ont développé le concept de capital culturel. Hein, et en fait, ils ont dit quand même une chose importante. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. C'est de dire, finalement, l'école, en étant indifférente aux différences, finalement, entérine les inégalités initiales devant la culture. Vous voyez ? Donc, il ne suffit pas de dire, alors c'est bien de donner un droit égal et les chances à tous, mais il ne suffit pas de dire que ça suffit, que seul le mérite prévaudra, parce qu'en fait, les élèves arrivent à l'école déjà dotés, certains, de dispositions pour réussir à l'école, parce qu'à la maison, et sans que ce soit dans les années 60 une volonté explicite, eh ben, ils arrivent, j'ai envie de vous dire, ils ont déjà le programme, mais sans le savoir, mais ils ont le programme comme des dispositions incorporées, dans un certain rapport au langage, etc. Ce sont des élèves qui savent déjà transfigurer la contrainte scolaire en plaisir. Voyez, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, ça c'était le premier travail et qui a fait à cette époque, hein, qui a soulevé quand même la surprise, hein, et en même temps le questionnement. Alors, passons, hein, il y a eu plein d'autres travaux. Je vous avais dit 85-95, forte croissance. On s'est dit, bah, tiens, finalement, à partir du moment où ce n'est plus 30% d'une classe d'âge qui accède au bac, mais 60%, peut-être que les chances se sont ouvertes. Ben, en fait, il y a un sociologue qui s'appelle Pierre Merle, il va nous dire, ben non, détrompez-vous. En fait, il va nous dire, ce à quoi on assiste, c'est une démocratisation ségrégative. Alors, démocratisation, pourquoi ? Eh bien, parce que quand même, les enfants d'ouvriers, par exemple là, doublent aussi leurs chances d'accéder au baccalauréat, ce qui n'est pas rien pour une famille et dans l'histoire française. Cependant, c'est entre guillemets tellement évident. À partir du moment où un bien culturel se diffuse, vous voyez, eh bien, il va se différencier. C'est-à-dire qu'en fait, il ne suffit plus d'avoir le bac, mais quel type de bac ?
Voyez, et en fait, cet auteur va montrer que les bacs qui recrutaient principalement des enfants de milieux populaires, on recrute davantage. Et les bacs qui recrutaient principalement des enfants de cadres sup, on recrute davantage d'enfants de cadres sup. Donc, si vous voulez, vous voyez la hiérarchie s'affine. Vous voyez, voilà. À partir du moment où le bien se diffuse, vous voyez, on a une hiérarchie de plus en plus subtile dans les bacs, et ça passe par de nombreux facteurs, le choix des langues, etc. etc. Voilà. Alors, donc ça c'est ce que je vous disais là en fait. Passons, ça c'est en fait ce que je viens de vous dire là aussi. Passons maintenant à 1998-2017. Voilà, alors moi je l'ai posé comme ça, un renoncement politique à l'idéal démocratique, point d'interrogation. Premier point qu'on va voir vite fait, une cécité aux principaux résultats des enquêtes internationales. Voilà. En France, nous sommes aveugles. Voilà. Nos dirigeants politiques sont aveugles, ou quand ils utilisent, on le verra, les résultats, c'est pour les travestir, premier point. Deuxième point, ça c'est avec le gouvernement Sarkozy notamment, mais ça avait été aussi mis sur l'agenda par le PS à l'époque, c'était finalement le fait de s'affranchir de la carte scolaire et donc de jouer de la liberté de choix complète d'établissement. Et donc on va le voir, nous sommes rentrés à partir de cette période dans un autre tempo. Alors, voilà, moi je l'ai appelé le non-choc PISA. Alors PISA, vous voyez, vous avez le terme en anglais, pourquoi PISA, Program for International Student Assessment. Alors on le traduit, Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Alors, c'est une enquête intéressante. C'est une enquête qui porte sur la population des élèves de 15 ans, des échantillons représentatifs dans différents pays. Au départ, les pays riches de l'OCDE, maintenant c'est étendu à plus de 80 pays. Alors attention, on ne mesure pas dans PISA si les élèves français maîtrisent le programme scolaire français. En fait, ce que l'on mesure, c'est la capacité d'un élève à utiliser des compétences scolaires pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne. Alors, on ne peut pas placer les élèves devant des problèmes, mais on les place devant des tests qui sont des situations qu'ils peuvent rencontrer dans la vie. Vous voyez ? Voilà. Alors c'est intéressant parce que ça nous affranchit des programmes, parce qu'on pourrait toujours dire oui, mais bon, c'est pas les mêmes programmes, etc. Alors bon, passons. Donc c'est une enquête qui est produite sur 3 dimensions, ce qu'on appelle la compréhension de l'écrit, la culture mathématique et la culture scientifique. C'est produit tous les 3 ans. Et puis, on va prendre cette idée, c'est que quand on commentera un petit tableau ou autre, 500, c'est la moyenne des pays de l'OCDE. Voilà, un score de 500, c'est la moyenne. OK, donc les pays peuvent être au-dessus, en dessous, etc. Alors, alors, par exemple, vous voyez ce que... Bon, ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais une échelle de compétences en compréhension de l'écrit, c'est super intéressant, parce qu'on mesure 3 choses quand même. Vous voyez, c'est être en mesure de retrouver de l'information, voilà, dans un texte. Voyez. C'est interpréter le texte, c'est-à-dire souvent, c'est faire des inférences, vous voyez, à partir de différentes informations pour construire le sens, vous voyez. Et puis, c'est aussi réfléchir sur le contenu d'un texte. Alors, sachez qu'en même temps que les élèves passent ces tests, ils ont des scores, on les classe dans des niveaux, de niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, 6 étant le niveau le plus élevé, ou dans certains pays, c'est 1% des élèves, et encore, vous voyez, qui arrive au niveau 6. Ce qui est, bon, on ne va pas rentrer dans les tests, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'ils font varier les supports. Vous voyez, quand ils travaillent sur la compréhension de l'écrit, déjà, ça peut être utiliser des informations provenant essentiellement du texte. Alors, c'est se concentrer sur des parties indépendantes, c'est se concentrer sur des relations présentes dans le texte, etc., etc. Bon, on se débrouillera de le poster si ça vous intéresse, vous le regarderez dans le détail. Là, on n'a pas. Mais regardez aussi, quand ils travaillent, voilà, on fait varier les supports aussi. Vous voyez, parce que les textes, par exemple, ça peut être des textes dits continus, alors narratifs, informatifs, descriptifs, argumentatifs, injonctifs, vous voyez. Mais ça peut être aussi des textes non continus, d'ailleurs que l'on assimile rarement à des textes, alors que ça en sont des diagrammes graphiques, des tableaux, des schémas, des cartes, vous voyez, des formulaires, des publicités. Donc sachez que ça peut être des choses aussi simples que lire, par exemple, une feuille d'impôt ou une fiche de salaire, ou même un document encore plus simple d'un point de vue administratif, comme des textes, par exemple, de pièces de théâtre d'une très grande abstraction.
Voyez. Et donc, voilà. Et on multiplie les supports, et puis, voilà. Donc, c'est quelque chose de très robuste. Voilà, alors là aussi, hein, on ne va pas le lire dans le détail, mais sur chacune des dimensions dont je vous ai parlé, extraire de l'information, comprendre un texte, réagir sur un texte. Là, en fait, pour chacun des niveaux, sont listées les compétences qui sont validées, vous voyez, pour chacun de ces niveaux. Alors, plop, voilà les principaux résultats. Alors, une chose, ça, vous voyez la France, là, est-ce que vous voyez, hein, au milieu, la France. Et alors, pourquoi des petits pavés? En fait, c'est ce qu'on appelle les intervalles de confiance. C'est les marges d'erreur. Parce qu'on ne travaille pas sur l'ensemble des élèves qui ont 15 ans en France, on travaille sur un échantillon. Or, en fait, si on travaillait sur l'ensemble, les statisticiens savent très très bien faire ça. En fait, on sait qu'on a 95 chances sur 100 de tomber dans cette fourchette qui est là. Vous voyez? Voilà. Donc, quand les fourchettes se chevauchent, ça veut dire que les différences entre les pays ne sont pas significatives. Vous voyez, donc moi je vous ai mis ça avec des petits italiques. Donc les scores moyens obtenus pour les élèves français n'est pas statistiquement différent de l'Allemagne, je mets mes lunettes, mais je l'ai là, de la Slovénie, la Belgique, la République tchèque par exemple. Vous voyez. Par contre, vous remarquerez que la France quand même, bon, les scores sont très différents, hein, si on est en seconde générale ou technique, si on est en troisième sans avoir redoublé, si on est en seconde pro, si on est en troisième avec un an de retard. On le verra. La France est le pays des grands écarts. Et déjà, on le constate là simplement à travers la ventilation des élèves dans différents niveaux. OK? Ça va? Donc souvent, on dit la France, vous voyez, elle était 17e, elle se retrouve... Peu importe. Vous voyez, le rang n'importe pas. On ne peut pas dire que l'Allemagne a un score supérieur au score français. L'Allemagne a un score identique. Voilà, au score français. C'est la simple chose que l'on peut dire. Après, on peut comparer un même pays d'une année sur une autre. Voilà. Par contre, voilà. Là, c'est une autre histoire, parce qu'en fait, là, voilà ce qui a été fait, c'est qu'à l'intérieur d'un même pays, les élèves ont été classés en 4 groupes d'effectifs égaux, des plus favorisés aux moins favorisés. Vous voyez ? Et là, ont été calculés les scores des très favorisés et des beaucoup moins favorisés. Donc vous voyez, pour la France, les très favorisés, le score moyen est de 550 points. Pour les moins favorisés, vous voyez, 443 points, ça fait 107 points d'écart. Voyez. Vous regardez, il est des pays, vous voyez, où les écarts entre les plus riches et les moins riches, vous voyez, sont presque 2 fois moindres. Donc la France est un pays d'une efficacité moyenne, voilà, j'ai envie de vous dire, elle est dans la moyenne des pays de l'OCDE, premier point. Mais deuxième point, c'est un pays où les inégalités d'acquisition sont fortes. Voyez. Et c'est quelque chose qu'elle partage avec la Belgique, l'Allemagne, la Hongrie, vous voyez, Israël, Luxembourg, Slovaquie, Tchéquie, Suisse, États-Unis, Nouvelle-Zélande, voilà. Alors, ces enquêtes existent depuis 2000, elles sont répétées tous les 3 ans, on observe toujours ça. La France, c'est de ce point de vue-là un des pays qui creuse le plus les différences dans les acquisitions entre les plus nantis et les moins nantis. Alors, autre point, vous voyez, là, ce qui figure en blanc, là, ben, c'est tous les pays dont les moyennes ne sont pas statistiquement différentes de celles de la France. Et vous voyez, le point rouge, c'est le score des 25% des élèves les moins favorisés, et le carré bleu, c'est le score des 25% des élèves les plus favorisés. Vous voyez, donc plus plus l'amplitude est importante, plus les inégalités sociales sont fortes. Okay. Bon, juste une chose, voyez, bon, c'est quand même très prononcé pour la France. Hein. Vous remarquerez, hein, si vous comparez par exemple au Portugal qui est à côté, la Belgique, non, n'a rien à envier au système français, mais la Slovaquie, vous voyez qu'il y a un score moyen identique à celui de la France, on s'aperçoit que, vous voyez, les écarts entre les plus nantis et les moins nantis sont beaucoup plus faibles. Ok ? Voilà. Alors, juste comme ça, hein, mais on ne va pas rentrer dans le détail, vous voyez que les pays qui ont les scores les plus élevés en moyenne sont les pays où les inégalités sociales d'acquisition sont les plus faibles.
voyez. Alors, après, vous avez un deuxième groupe où, pareil quand même, hein, vous voyez que les 25% là, les plus défavorisés ont des scores quand même plus élevés que les blocs où on retrouve là, des pays comme la France. J'ai envie de vous dire une chose très simple. Si l'école, elle doit bosser, elle doit d'abord bosser pour les 25% ou les 50% les plus démunis. Les autres, ils s'en tirent souvent très bien, quel que soit le système d'enseignement, quel que soit l'établissement, quelle que soit la classe dans laquelle ils sont. Ça, c'est un constat. Les pays qui ont réussi à réduire le plus les inégalités sociales et qui, du coup, ont les scores les plus élevés, ce sont ceux qui ont travaillé, qui ont développé des systèmes pour réduire, autant que faire se peut, les inégalités d'apprentissage des plus défavorisés. Quel pays, par exemple? Eh ben, on va le voir. Hein? Oui. On a la confirmation que dans les pays du Nord, la réputation est que ça marche mieux dans les pays du Nord. On dirait que c'est le cas, c'est ça sur votre... Oui, c'est le cas. Après, il faut moduler. Vous savez, il y a des pays du Nord qui ont pris des réformes un peu, voilà, qui ont libéralisé la carte scolaire, développé le privé, et puis ils commencent à ressembler à la France, comme la Suède, par exemple. Hein, voyez, voilà. Donc, voilà, en fait, tout l'enjeu, c'est construire l'école moyenne. Et bon, sachez qu'il existe des travaux, on va vite y passer. C'est qu'en fait, il y a une sociologue qui a montré que concernant les pays riches européens, mais pas que, d'ailleurs, en gros, on a quatre systèmes. Alors, on en a un, si vous voulez, on a un système qu'elle a appelé le modèle de la séparation. Vous voyez, c'est là où on trouve l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Belgique. En fait, ce sont des pays... En fait, toute la question des systèmes scolaires, c'est comment gérer l'hétérogénéité. Voilà. Hein, à partir du moment où on crée une école unique, comment on gère cette hétérogénéité. Alors, pas de fatalisme. Moi, j'aime bien présenter ça parce que pas de fatalisme. On s'aperçoit qu'il y a eu des choix politiques qui ont fait que les pays sont partis dans des directions différentes et que finalement on peut agir. Parce que des fois, on prend le discours du sociologue comme un discours fataliste, hein, mais dire que peut-on faire? On peut faire, mais collectivement en tout cas. Donc vous voyez, le modèle de la séparation, c'est un tronc commun court et il se distingue des autres. Parce qu'en fait, un tronc commun court, et ça continue, hein, c'est en fin de primaire, vous avez une orientation. En fin de primaire. Hein, en Allemagne, vous avez... Gymnasium, ça vous conduit au bac, Hauptschule, Realschule, Hauptschule. Voilà, c'est un système hiérarchisé, vous voyez. C'est un enseignement généralisé qui vous conduit dans l'enseignement supérieur, et les deux autres, c'est un enseignement technique, de moyenne et courte voie. Voyez. Alors, tronc commun court, on y redouble beaucoup. Une des caractéristiques, les pays qui obtiennent des scores moyens, vraiment franchement moyens ou mauvais, et qui de surcroît sont très inégalitaires, sont des pays où le redoublement non seulement est autorisé, mais est fortement pratiqué. Dont la France. Même si ça diminue depuis 30 ans, la France est un pays qui pratique encore activement le redoublement. Voilà, donc des redoublements importants. Alors, dans l'organisation des classes, eh bien, dès le primaire, on peut trouver des classes de niveau, séparer les élèves en fonction de leur niveau. Le recours à l'enseignement individualisé, il existe, mais c'est surtout pour les élèves les plus démunis, les plus faibles, qui obtiennent les scores les plus faibles. Par contre, bon, c'est un système où peu d'élèves sortent sans qualification, parce que même si on est orienté très tôt dans l'enseignement technique vous forme très bien en Allemagne, et ça continue, mais parce que, en fait, vous avez une façon bien particulière d'articuler le fonctionnement productif, l'entreprise et l'école. C'est un système en alternance hyper intégré. Et puis, voilà, voyez. Alors ensuite, dans ce qu'on appelle le modèle de l'intégration, vous voyez, ils ont les trois qui suivent ont la même caractéristique, c'est un enseignement long, c'est-à-dire qu'en fait... voilà, on va au collège, on peut aller même jusqu'au lycée, mais on reste ensemble jusqu'au collège. Quoi, voyez, il n'y a pas d'orientation à l'issue du primaire. Voilà, tout le monde rentre en sixième. Alors, on va parler un petit peu du modèle où il y a la France, le modèle de l'intégration uniforme. Les redoublements sont importants. Alors, pas de classe de niveau dans le primaire. Possibilité de classe de niveau, même si c'est interdit, possibilité de classe de niveau, souvent non officielle dans le secondaire. Bon, il y a des enquêtes qui ont montré que c'était une classe sur deux quand même. Hein. Bon, le recours à l'enseignement individualisé, il est moyennement développé à inexistant. Les sorties du système scolaire sans qualification, modérées à fortes.
Alors pour la France, bon, elles étaient au début des années 2000 de l'ordre de 15%, maintenant on est tombé à 8%, mais vous avez des pays comme l'Espagne et l'Italie, alors c'est tombé maintenant aussi, mais enfin c'était des taux de l'ordre de 30% quand même. Hein. Vous voyez, là c'est tombé à 15% pour ces pays, donc c'est des pays voilà, particuliers. Alors on s'adresse principalement au groupe classe, quoi. On n'a pas d'enseignement individualisé. Je vais en prendre un autre, et puis c'est le modèle de l'intégration individualisée. Bon, tronc commun long, il y a promotion automatique, on ne redouble pas. Voilà. Et c'est les pays les plus efficaces, hein, où l'origine sociale joue le moins, on ne redouble pas. Donc pour un enseignant français, ça c'est, on ne comprend pas. Un enseignant français ne comprend pas. Dans ces pays-là, ils savent travailler avec des élèves, si vous voulez, que nous, ici, on ferait redoubler ou on orienterait dans un dispositif particulier. Ben, eux, ils ne font pas ça, ils font autrement et ils y arrivent, vous voyez. Parce qu'au bout du compte, on l'a vu, hein, les 25% des élèves les plus défavorisés, ils ont des scores très élevés par rapport à ce qu'on peut observer en France. Vous voyez. Donc, alors, point important, c'est un système où il y a une très forte hétérogénéité dans les classes, en termes de niveau scolaire comme en termes d'origine sociale. Vous voyez. Le recours à l'enseignement individualisé, il est quasi généralisé. C'est un point très important. C'est-à-dire que l'on soit bon ou pas bon, on a un enseignement souvent individualisé ou par petits groupes. Voyez. En France, souvent, on individualise, mais quand on a une difficulté à suivre le travail collectif. Alors, ça part d'une bonne intention, c'est de dire, viens, je vais t'aider. Mais, comprenez, hein, c'est je vais t'aider. C'est le message qu'on envoie à la personne, c'est le message qu'on envoie à la classe. Voyez, et je te soustrais de la pédagogie, entre guillemets, normale. Est-ce que ça a un effet positif? Vous savez, on a des enquêtes qui montrent que non. En dépit de notre bonne volonté, il vaut mieux pas en bénéficier. Voyez. Donc là, c'est quand même un point important. Vous voyez, il y a un souci de mixité, d'hétérogénéité. Voyez. Et du coup, bon, alors, ça ne veut pas dire, attention, hein, ça ne veut pas dire que tout le monde est égaux. Tous les systèmes scolaires classent. C'est la fonction de l'école de transmettre et de classer. Dans une démocratie, on transmet, on classe. Mais j'ai envie de vous dire, dans ces systèmes, on est moins préoccupé de classer et plus de transmettre. Alors qu'en France, c'est un peu l'inverse. Voyez, la fonction de classement peut l'emporter sur la fonction de transmission. Voyez. Et donc, ces enquêtes, si vous voulez, elles sont intéressantes parce qu'elles nous ont montré que le réel tel qu'il est, il n'est pas nécessaire. Vous voyez, il peut être autre. Il peut être autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut recopier ce qui se fait dans ces pays, mais en tout cas, on peut se dire qu'on peut faire autrement. Voyez. Et c'est ce que, personnellement, moi, j'apprécie beaucoup dans ces enquêtes qui... Bon, au début, je le voyais un peu. Alors, pour aller vite, vous avez des systèmes. Alors, l'intégration à la carte, je ne voulais pas présenter, c'est un modèle qui est relativement efficace sur le plan des acquisitions, mais assez inégalitaire, vous voyez, en termes de différence d'apprentissage. Le modèle allemand, vous voyez, il est peu efficace du point de vue des apprentissages, il est très inégalitaire, mais ça produit un bon ouvrier qualifié, hein, d'accord. Voilà. Qui produit et ça vend partout dans le monde. Voyez. Le modèle de l'intégration individualisée, vous l'avez appelé scandinave, allez, on va dire, c'est pas tout, mais bon, il y a quand même pas mal de pays scandinaves. Voilà, si vous voyez, efficacité supérieure à la moyenne, quand c'est vers la droite, et égalité supérieure à la moyenne, vous voyez. Le modèle qu'on trouve en France, c'est de l'intégration uniforme, vous voyez. En termes d'efficacité, c'est moins que la moyenne internationale, mais il est moins inégalitaire que le modèle séparation que je l'appellerais continental, et puis le modèle intégration à la carte, c'est souvent un modèle anglo-saxon, si vous voulez. Voilà. De 2000 à 2018, les inégalités d'apprentissage, en fait, elles s'accroissent, sachez-le. Voilà. On s'aperçoit que ce qu'on a vu, ça s'accentue de plus en plus. Vous voyez. Donc, par exemple, là, vous voyez, ça c'est les scores en 2000, PISA, vous les avez en rouge. Vous voyez, vous apercevez qu'en 2009 et en 2018, les élèves qui ont un bon niveau 3, 4, 5, vous voyez, ils diminuent. Et c'est les élèves qui ont moins que le niveau 2 qui augmentent. Vous voyez, c'est... voilà. En fait, on est un pays actuellement qui connaît, et je vais peut-être passer maintenant vite sur les graphiques, parce que sinon on va y passer un moment. En fait, on a vu que, vous voyez, le système scolaire,
se caractérisait par une chose, hein, c'était que, je vais vous le dire comme ça, en France, on fonctionne selon un principe qui consiste à dire, pour avoir une bonne élite, il faut être très sélectif et très tôt. Vous voyez ? En fait, les pays qui réussissent le mieux, ils ont, entre guillemets, une élite qui est plus forte que l'élite française, sachez-le, mais qui amène le maximum d'élèves le plus haut possible. Pourquoi ? Mais un entraîneur sportif le comprendrait tout de suite. Si tu veux avoir une bonne équipe nationale, il faut que tu aies beaucoup vous voyez, de poussins, de pupilles et autres. Il faut que tu aies beaucoup de gens inscrits dans le club de sport et qui continuent à pratiquer le sport pour avoir un grand vivier épuisé dedans. C'est pas en sélectionnant très jeune. Vous comprenez ? Voilà. Et en fait, nous, on a un système en fait, que des auteurs ont appelé élitisme républicain, parce qu'en dépit de l'unification du système scolaire, il reste profondément inégalitaire. Et si vous voulez, les élèves, si vous voulez, de niveau 5 et de bon niveau, milieu social maintiennent leur niveau au cours du temps. Mais on s'est aperçu avec ces enquêtes PISA, jusqu'à les dernières enquêtes, c'est que les élèves les plus faibles et les plus pauvres, hein, on va le dire comme ça, eh bien, ont leur niveau qui baisse continuellement. Vous voyez, donc on a un système où les inégalités s'amplifient, mais au détriment tout à la fois des élèves les plus faibles et des élèves les moins nantis socialement. Vous voyez, donc en fait, nous sommes dans un système qui, de ce point de vue-là actuellement, creuse les différences en matière d'acquisition. Alors, sachez que ce constat qui a été observé dans les enquêtes PISA internationales se retrouve aussi dans les enquêtes nationales qui portent, si vous voulez, sur la maîtrise du programme d'enseignement. Voyez, voilà. Alors, bon, passons. En fait, si vous voulez, le problème, c'est qu'on est dans un système où il y a de plus en plus de concurrence. On l'a vu. Hein, non seulement le bac, mais quel bac. Et en fait, tout est bon, si vous voulez, à partir du moment où l'enjeu scolaire devient de plus en plus important. Dans un pays comme la France, où le diplôme compte, la France est un des pays où le diplôme est un des plus forts prédicteurs de la carrière et du niveau de salaire des individus, et où tout se joue quasiment à l'école. Il y a beaucoup de pays où il y a un système de formation continue en cours de carrière qui permet de se rattraper si on se manque à l'école. En France, la formation continue, elle est principalement ouverte aux cadres. Voyez ? Et donc, les élèves et les parents se disent, en dehors de l'école, point de salut, après c'est fini. Voyez ? Et donc, ça génère, si vous voulez, une tension auprès des élèves, auprès des parents, mais bien entendu aussi auprès des enseignants. On se doute bien, quoi. Vous voyez, qui est de plus en plus difficile à vivre. Voilà, pour tout le monde, et donc, quand on veut maintenir sa position, et si possible la plus élevée à travers ses enfants, alors les gens ne raisonnent pas comme ça. Ils disent, moi je veux le mieux pour mon fils et ma fille. Mais le mieux, ça veut dire au moins comme moi. Vous voyez ? Voilà, si possible. Eh bien, les groupes qui avaient déjà le plus d'avantages, eh bien, vont jouer. Alors, ils vont jouer comment ? Pas simplement comme à l'époque de Bourdieu, en transmettant des dispositions qui sont rentables. Ça, c'est nécessaire, mais ce n'est plus suffisant. Ce qui est important maintenant, c'est le choix de la bonne école, le choix de la bonne classe, le choix de la bonne filière, le choix de tout ça. Donc, en fait, ce qui se passe en France, c'est que nous apercevons d'une chose, c'est que ce que je vous ai montré vous voyez, cette hiérarchie des bacs, c'est plus que ça, c'est une hiérarchie de plus en plus forte des établissements. Vous voyez ? Voilà. Une hiérarchie de plus en plus forte des établissements, ce qui fait que les établissements, maintenant, sont de plus en plus, homogènes, entre guillemets, par le haut et homogènes par le bas. Voyez ? Ce qui fait, ça génère quand même plusieurs choses, ça. Ça génère une chose, vous voyez, pourquoi on a vu que les élèves les moins nantis apprenaient de moins en moins ? Mais parce que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, et pour tout le monde, et pour les élèves et pour les profs. À partir du moment où, vous voyez, certains établissements sont fuis, vous voyez, voilà. Hein, on recherche les meilleurs établissements, mais des établissements intermédiaires aussi, si on peut, on les fuit, et dans les établissements populaires aussi, on fuit. Voyez, sans compter qu'en France, on a 20% d'élèves dans le privé, et que le privé, lui aussi, est de plus en plus, recrute de plus en plus d'enfants de cadre sup. Vous voyez ? Donc vous avez un mouvement de fuite généralisé qui fait que les établissements les plus populaires le sont davantage, et le niveau des élèves baisse de plus en plus. Pourquoi ? Bien, probablement, parce qu'en fait, il se crée un double mécanisme. C'est que les enseignants baissent leur niveau d'attente. Voilà. Mais c'est que les élèves aussi
se conforment aussi à ça, vous voyez, et baissent eux aussi leur niveau d'exigence, vous voyez, et les cours peuvent ressembler à une forme de négociation sur ce qui va être transmis, ce qui va être évalué, vous voyez. Alors qu'à l'opposé, nous avons des établissements de plus en plus concurrentiels, de plus en plus sélectifs, où, ceux qui réussissent, c'est très bien, mais même des fois des élèves d'établissements intermédiaires qui sont placés là, parce qu'on sait que c'est important de les placer là, mais comprenez, ils étaient bons dans l'établissement 1, et dans le 2, boum, ils s'effondrent, quoi. Vous voyez, ils baissent, et ils ne comprennent pas, vous voyez. Donc, on a un processus comme ça qu'on ne maîtrise pas, vous voyez, qu'on ne régule pas, et qui ne fait que s'accentuer. Alors... On en parle la prochaine fois. Voilà. Et voilà, ça c'est en fait, c'est ce qu'on voit. Alors sachez que, attention, on le voit vraiment se manifester à partir des années 2000, mais l'histoire elle est ancienne. En fait, 1963, on instaure la carte scolaire. Alors souvent on dit la carte scolaire, oui c'est la mixité. Bon, attention, quand on analyse le recrutement des établissements scolaires, il y a des différences de recrutement social. 90% provient de l'inégalité de répartition des revenus et donc des répartitions des gens dans l'espace. Vous voyez, les 10%, ils sont dus aux stratégies des familles. Faut pas, voilà. Donc, avant de jouer sur la carte scolaire, on pourrait jouer sur la distribution des revenus, sur le logement. On a de moins en moins le souci du logement en France et je pense que si tu veux agir sur l'école, il faut commencer à agir sur le logement, personnellement. Bon. Alors, 63, la carte scolaire, c'était pas fait pour faire de la mixité scolaire, sociale, la carte scolaire. C'était pour planifier l'augmentation démographique des élèves, c'est tout. Donc on découpait un bout de territoire, on disait la population va augmenter avec les projections démographiques de 10%, donc on mettra plus de moyens, vous voyez, il faudra 10% de moyens en plus. La carte scolaire, ce n'est que ça. Pas du tout une volonté de mixer la population, pas du tout. Voilà, la France se faisait. En fait, on s'aperçoit que dès les années 80, l'État français met en place des formes d'assouplissement sous forme d'expérimentation de la carte scolaire. Voyez. Et puis, en fait, ça va se développer et de plus en plus, indépendamment des politiques d'assouplissement, les familles vont faire ce qu'on appelle le contournement de la carte scolaire. Alors, il y a la forme tout à fait légale qui est celle de revendiquer le droit d'inscrire son enfant dans l'enseignement privé. C'est un droit, voilà. Puis il y a d'autres formes plus masquées où on déclare l'adresse de la grand-mère ou le père qui est obligé de travailler là. Bon, il y a plusieurs formes comme ça. Mais en fait, on s'aperçoit, et ça c'est une démographe qui l'avait montré dans les années 80. Vous voyez, au moment où on voit ce pic des bacheliers augmenter, vous voyez, on voit en fait, on a plein d'enquêtes qui commencent à pointer le fait que, vous voyez, on cherche à s'affranchir de la carte scolaire et on cherche à jouer de la stratégie pour en fait maîtriser le contexte d'apprentissage. Il faut que mon enfant soit dans la bonne classe parce que ça va lui donner les meilleurs avantages. Les profs sont très bons dans ça, entre parenthèses. Voilà. Et donc, ça quand même, vous voyez, ça va s'enregistrer dans les appareils statistiques, vous voyez, à partir des enquêtes PISA et autres enquêtes, vous voyez, où on voit quand même, c'est un problème actuellement, le niveau des élèves, c'est vrai. Alors, dans compréhension de l'écrit dans les petites classes de primaire, pour les cadres sup, ça demeure constant, en tout cas jusqu'au gros des années 2010. Pour toutes les autres catégories, ça tombe, et ça tombe d'autant plus qu'ils sont plus démunis socialement. Voyez. Et en maths, ça baisse un peu pour les cadres sup, et pareil, comme ça. Donc en fait, on a un système qui devient de plus en plus inégalitaire, et là-dessus, il a été revendiqué la suppression de la carte scolaire, qui a accentué les inégalités, pas tant que ça, parce qu'en même temps, c'est régulé par l'État, c'est-à-dire tu fais la demande, mais c'est pas en fait l'établissement qui va te dire oui ou non, ça passe d'abord par le filtre de l'État, ce qui fait que, mais enfin, c'est quand même un nouveau paradigme, vous voyez, de dire, tu peux choisir librement l'établissement, même si l'administration va tempérer ta volonté, c'est quand même tout à fait nouveau. Vous voyez, on rentre dans un autre registre et qui, en fait, attention, entérine un processus social qui était déjà en cours.
l'entérine, et l'entérine fortement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, Ségolène Royal, en fait, elle avait le même discours que Nicolas Sarkozy. C'était de dire on va donner des droits et libertés aux gens parce que les plus riches peuvent le faire, les autres, les plus pauvres qui voudraient le faire ne peuvent pas le faire, donc on va leur donner la possibilité de le faire. Et quand on fait ça, c'est ceux qui le faisaient le plus le font davantage et ceux qui ne le faisaient pas ne le font pas. Vous voyez ? Bon, mais voilà. Donc... j'ai beaucoup parlé, je vous parlais un peu des filles, voilà, parce que j'étais un peu long, alors on va passer tout ça, vous voyez, tout ça là, voilà, c'est ouh là là, j'en avais, hein, oh, mon Dieu, quelle folie. Bon, les filles, voilà, vous voyez, voilà, les origines, voilà, l'origine sociale, et les filles, on ne parle pas. Bon, des meilleures scolarités féminines, en fait, c'est dans les années 70, lorsque l'on s'intéresse au bac, que les filles rattrapent et dépassent les garçons. Voilà, dans les années 70, en matière d'enseignement secondaire. Donc là, je m'adosse là à des travaux là, qui avaient été faits. Alors pareil, si je me remets du 16e au 19e siècle, vous savez, c'était les garçons qui étaient alphabétisés, et les filles rattrapent petit à petit les garçons. En gros, à la fin du 19e siècle, elles sont autant alphabétisées que les garçons. Mais les historiens ont parlant des filles, de semi-alphabétisation. Est-ce que vous savez pourquoi ? C'est terrible. C'est en fait, elles savaient lire, elles ne savaient pas écrire. Elle savait lire parce que tu lis le missel quand tu es à la messe, d'accord ? Mais écrire, c'est la possibilité de communiquer à autrui sans le regard des autres, sans le contrôle social. Vous voyez ? Et c'est un pouvoir aussi de contrôler ta pensée. Vous voyez ? Donc les filles, non, il fallait qu'elles lisent, mais surtout pas qu'elles écrivent. Vous voyez ? Donc finalement, la conquête de l'écriture pour les femmes, c'est pas vieux. Vous voyez ? En tout cas, dans nos sociétés. C'est pas vieux. Et alors, les filles réussissent mieux, mais attention, entre guillemets, dans le respect de la hiérarchie sociale. Une fille de cadre sup réussira mieux qu'un fils de cadre sup, voyez, mais une fille de cadre moyen réussira moins qu'un fils de cadre sup. Ok ? Voilà. Donc, quand sociologue, je vais analyser les trajectoires, et ça continue, voilà. Les faits sociaux sont obstinés et têtus, voilà. C'est que c'est d'abord l'origine sociale, après tu prends le genre. Ça, voilà, voilà. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de fort, de puissant, parce que ça change beaucoup de choses. Alors, je vous avais dit, l'État ne s'est jamais préoccupé de cette question, et vous voyez, plop, on voit arriver les jeunes filles. Alors pourquoi ? En fait, c'est parce que quand même la société française se transforme, et Marx dirait sa base matérielle. C'est-à-dire que le capitalisme se transforme. À partir des années 62, vous voyez, vous avez le pourcentage des femmes parmi la population active qui passe en gros de 34% et qui passe à près de 48%. Vous voyez ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe là derrière, vous avez un phénomène central, fondamental. C'est le développement déjà de l'État, qui est très important. C'est l'aile protectrice de l'État, éducation, santé. Donc tous les systèmes de sécurité sociale qui se mettent en place, mais c'est aussi au niveau de l'entreprise la concentration du capital. Plus le capital est concentré, et plus en fait ce sont de grosses entreprises, vous voyez, où la hiérarchie est justifiée par le diplôme, ce n'est pas des formes d'encadrement viril, où ça demande un certain nombre de tâches, alors où l'on va reproduire des stéréotypes, aux femmes le secrétariat, aux hommes la direction, etc. Mais enfin, le pouvoir de l'écrit, c'est un pouvoir émancipateur, et puis c'est le fait d'avoir un salaire, parce que derrière ça, c'est la société salariale. Voilà, le monde de l'agriculture, le monde du petit patronat est en train pas de s'effondrer, mais enfin quand même diminuer en volume. Et c'est le monde, en fait, c'est un nouveau monde où ce qui prime, c'est le diplôme. Derrière l'écrit, c'est le diplôme. Et le diplôme, finalement, voilà, vous donne de la compétence quand même pour occuper un poste de dirigeant. C'est plus facile pour une femme, ça continue, toutes choses étant égales d'ailleurs, c'est 15% de salaire en moins, en dépit de la loi, voyez, mais ça s'atténue progressivement. Et c'est cette base, ce qui fait que quand on regarde le marché du travail, alors là on est dans la fin des années 80, mais vous voyez, les hommes et les femmes diplômés, ils travaillent dans les mêmes secteurs. C'est le secteur des assurances, des banques, des bureaux d'études, de l'administration, de l'enseignement, vous voyez, des univers d'ailleurs où les écarts de salaire ne sont pas excessifs, vous voyez, et dans la bureaucratie n'existent pas, quasiment pas. Par contre, vous voyez, quand on a des diplômes professionnels, on est encore dans un monde très sexué.
hein, puisque les femmes sont dans le secteur du cuir, de l'habillement, du textile, du commerce, de l'hôtellerie, les femmes sans diplôme, tandis que les hommes sont dans l'agroalimentaire, le bois, la fonderie, l'industrie, hein, vous voyez deux mondes très séparés. Voilà. Alors, pour aller vite, de meilleure scolarité féminine, sachez qu'à tous les édifices du système scolaire, les filles ont de meilleurs résultats que les garçons. Voilà. Moi, ce matin, j'ai fait un examen avec mes étudiants, ils ont cacheté leurs copies, je sais quand une fille a écrit, quand un garçon a écrit. Une fille, c'est clair, il y a une sémiologie. Alors, elles ne sont pas la même, mais du rouge, du bleu et tout, c'est rond, c'est absolument lisible, c'est propre, c'est comme à la maison, vous voyez, voilà. Et les garçons, c'est des petites pattes de mouches, c'est mal écrit, vous voyez, et puis ils écrivent comme ça, là, comme des prophètes inspirés, vous voyez. Mais bon, c'est plus compliqué, vous voyez, les prophètes, c'est toujours très compliqué à comprendre, bon. Et en tout cas, moi, je ne suis pas adepte, donc voilà. Ça ne bouge pas, vous voyez, mais vraiment, je vous assure, et depuis que j'ai enseigné, ça ne bouge pas. Par contre, ce qu'avaient montré les sociologues à l'époque, c'est que, bon, oui, de meilleure scolarité féminine, mais en même temps, je l'ai écrit comme, oui, tempéré par le caractère sexué des orientations, parce que, voilà, le genre pèse, quoi, voilà, hein, voilà. Le genre, c'est cette idée du sociologue, hein, qui consiste à dire, attention, hein, on apprend à être fille, on apprend à être garçon. Et tout ça, c'est des construits sociaux. Et les anthropologues vous montreraient qu'on peut être garçon de plein de manières dans le monde et être fille de plein de manières. Ce qui est important de voir, c'est les oppositions. Comment on construit des oppositions dans les sociétés. Et il n'y a pas grand-chose de biologique là-dessus, à part l'appareil génital. Hein. Voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et en fait, le genre, c'est cette façon, hein, d'apprendre des rôles stéréotypés, sexués, et de croire que c'est naturel. D'accord ? Et de croire que c'est naturel, que c'est biologique. Alors s'il y en a qui s'intéressent, il y a, je ne sais plus son prénom, mais Bellotti, du côté des petites filles. Ah, lisez-le, hein, c'est absolument génial. Et c'est le premier livre en 73 qui paraît et qui montre extraordinairement bien comment les parents construisent les stéréotypes de sexe, parce qu'eux-mêmes y adhèrent, comment l'école redouble ça. L'école redouble ça. Et je tiens à vous dire que toutes les enquêtes sociologiques montrent que l'école le redouble à tout point de vue. Et par exemple, pour les mathématiques, c'est particulièrement net pour les maths. Alors, des chercheurs avaient montré à l'époque, ça se vérifie encore, je suis allé fouiner des données. Par exemple, en français, en fait, les filles réussissaient mieux que les garçons, mais attention, c'est une question de poids que tu donnes aux exercices, hein, aussi. Voilà. C'est-à-dire que dans tout ce qui est, tous les exercices qui exigent le respect de règles formelles, syntaxe, voyez, orthographe, voyez, voilà, la règle, voyez, parce qu'on leur apprend aussi, on pourrait jouer avec le mot règle en plus, voilà, ça, les filles excellent par rapport aux garçons. Par contre, les enquêtes montraient à l'époque qu'en ce qui me concerne la compréhension d'un texte, il n'y a pas de différence. D'accord ? Le fait d'interpréter et comprendre un texte ne différenciait pas les jeunes filles des jeunes garçons. En mathématiques, alors, contrairement à ce qu'on croit, et pendant très longtemps, maintenant il y a des petites différences, mais vraiment mineures. En fait, il y a égalité de compétences entre filles et garçons. Égalité. Voilà. Égalité. Mais avec ceci, avantage des garçons dans les exercices géométriques. Alors, il y a des psychosociologues qui ont montré que c'est beaucoup lié à la façon dont on éduque les gosses. Les garçons, on les bouge plus, s'ils tombent, c'est pas un problème et tout, et ils développent un certain nombre de compétences qui font qu'ils sont très habiles lorsqu'il faut déployer des objets dans l'espace. D'où la géométrie, vous voyez. Les règles de l'algèbre, qui sont un peu aussi des règles qui s'apprennent, vous voyez, léger avantage aux filles. Mais attention, toujours dans le respect de l'origine sociale. Il ne faudrait pas croire que toutes les filles sont mauvaises dans un truc. Non, hein, c'est... Voilà. Ce qui montre bien que, voilà. Alors, par contre, en termes d'estime de soi, ça marche bien pour les garçons, quoi. En fait, les garçons sont éduqués sur un mode un peu agonistique. Hein, c'est ce que le mot qu'employaient ces auteurs. Hein. Agone, c'est guerre, mais c'est compétition, en fait. Hein. Vous voyez, rivalité. Les garçons sont éduqués sur ce principe-là, sinon, il ne faut pas que tu sois une mauviette. Vous voyez, voilà, tout ça, là. Et en fait, ils le payent, hein, surtout dans les milieux populaires, parce qu'ils payent en fait leur indiscipline, hein, parce que ça peut se traduire en indiscipline ou en refus de l'autorité pédagogique. Indiscipline est le mot de l'enseignant.
Quand on analyse, c'est des formes de résistance, en fait, hein, et qui s'enracinent dans des cultures de classe. Mais en fait, il le paye. Il le paye par une forte orientation dans l'enseignement technique, vous voyez, souvent à note égale. Hein, bon, voilà. Mais par contre, s'ils arrivent à franchir ce seuil, et au moment où arrive la sélection pour le type de baccalauréat à l'époque et autres, vous voyez, les garçons excellent. Vous voyez, à note égale, on va le voir vite fait, ils s'estiment meilleurs et ils prennent plus souvent ce genre de discipline. Pourquoi? Parce qu'on dirait les garçons la bosse des maths. Bon, on a bien vu que non. Vous savez, au début du XXe siècle, les garçons, les maths, franchement, c'était pas plus leur tasse de thé que ça. Ils adoraient exceller en latin. Pourquoi? Parce qu'au début du XXe siècle, la classe dirigeante, elle excellait dans la maîtrise du latin. D'accord? Maintenant, pour diriger total, il faut être très bon en maths. Ok? Mais à une époque, il fallait être bon en latin. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Hein? Ce sont des arbitraires scolaires. Ok? Et ce n'est pas la discipline en elle-même, c'est ce à quoi elle t'ouvre. Et parce que les garçons, quand ils aiment les maths, ils savent très bien que derrière, c'est pour être ingénieur, ils commencent avec un salaire qui est le même que le mien en fin de carrière. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est ça qui est en jeu. Alors, voilà, vous voyez là, par exemple, on voyait que les distributions des notes en français en CE2, en pointillé, c'est les filles. Donc, on voit bien que la courbe est décalée vers la droite, vous voyez. OK? Hein, là, la cloche est décalée vers la droite, ce qui fait que le score moyen va être supérieur, mais en même temps, vous remarquerez que ça se chevauche quand même. Hein. Il n'y a pas les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Hein. Il ne faut absolument pas penser le monde comme ça. Hein. En sixième, vous voyez, en français, les filles encore, vous voyez, et en troisième, encore, vous voyez. Là, après, on a le détail selon le type de compétence, si les élèves sont à l'heure, en retard ou autre, parce que comme les garçons sont plus souvent en retard, il faut contrôler ça. Bon. Pour les maths, vous allez me dire, pourquoi il a dit ça? Vous voyez, en CE2, pareil, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes courbes. Les filles ont les mêmes scores que les garçons. Hein. Vous voyez, en sixième, zut, ça c'est un vieux truc. Bon, c'est pas grave, vous ne tenez pas compte du point rouge. En sixième, c'est en dessous. Hein, vous voyez, c'est la même courbe. En troisième, vous voyez, les garçons réussissent un peu mieux. Vous voyez que les filles. Dieu, mais qu'est-ce qu'il a dit le sociologue? En fait, attention, là à l'époque, en fait, il y avait le palier d'orientation en cinquième. Donc en troisième, il y avait une partie des élèves qui avaient disparu des lunettes. Vous voyez, parce que là, on ne questionne que ceux qui sont dans l'enseignement général, en troisième. Vous voyez, il y en avait certains qui étaient partis en CAP. Comme les garçons sont souvent, vous voyez, envoyés en CAP, ceux qui sont restés, ce sont les meilleurs des garçons. Vous comprenez? Tu te rappelles l'année? C'est pas ce qu'il y a oui, ça c'est les années 88. Vous voyez, voilà. Et donc, donc, proportion des filles dans les filières scientifiques, alors que vous voyez, elles avaient le même score en fait. Hein. En seconde, elles sont un peu plus que les garçons, vous voyez. En première, excusez-moi, ça diminue. Première S, vous voyez. Première S à l'époque, hein, c'est la filière mathématique. Voilà, terminale C. En DUG A, c'était DUG de mathématiques. Vous voyez, maths sup, maths spé, ça s'effondre, quoi. Vous voyez. Voilà. Alors, juste comme ça, vite fait, par exemple, les maths. Alors, si les élèves sont forts, vous voyez, donc là, le niveau des maths des garçons et des filles, vous voyez qu'ils sont sensiblement identiques. Là, c'est une classe où, si ma mémoire est bonne, j'ai oublié de vérifier. Ils sont en seconde, vous voyez, c'est une enquête 1990. Mais vous voyez, pour des élèves très, très forts, matière préférée, les maths pour les garçons 46%, pour les filles 39%, la physique, vous voyez, pour 25% pour les garçons, 6% pour les filles. Lorsque les élèves sont moyens, on retrouve là l'avantage. Et alors, ce qui est le plus... On ne voit pas bien, je suis désolé là. Niveau de l'élève d'après ses notes. Vous voyez, quand les garçons sont de bons élèves en maths et les filles aussi, qui s'estiment très bons, en fait, on ne voit pas bien, mais c'est 84% okay, de garçons, 55% de filles. D'accord, voilà. L'estime de soi, vous voyez, comment on se juge. Et vous verrez, c'est systématiquement vérifié. Alors les garçons, en plus, c'est qu'ils savent transformer ça en loisir. Vous voyez, lorsque les élèves sont forts, ils ont fait des maths pendant les dernières grandes vacances. 54% de garçons, 28% de filles. Bon, peut-être que c'est ce qu'ils déclarent, mais c'est pas grave, c'est une façon de se présenter. Vous voyez. Possèdent des livres de maths, vous voyez, 48-34. Programment souvent leur calculatrice, hein, on est dans les années 90, hein, 19-1.
1% de filles à l'époque. Ne programment jamais leur calculatrice, 19 pour les garçons, 42 pour les filles. Vous voyez, lisent souvent des revues scientifiques, 19, 8, etc. Vous voyez. Alors, je vais juste, juste une chose, bon, voilà. Quand on regarde au niveau international, ça c'est par pays, mais on ne voit pas très bien là. Vous voyez les différences entre les filles et les garçons en compréhension de l'écrit. Donc là, les diagrammes en bâton, c'est les filles, et les points, c'est les garçons. Les filles, dans quasiment tous les pays, réussissent mieux que les garçons, vous voyez, un peu comme on l'avait vu tout à l'heure. Voilà. Alors, pour les maths, vous allez voir, il y a quand même léger avantage aux garçons, mais très léger, vous voyez. Très, très léger. Et puis, attention, c'est que le score moyen des filles finlandaises et suisses est bien supérieur au score moyen des garçons de la plupart des autres pays. D'accord? Donc, quand on est fille, vous voyez, c'est d'abord et avant tout, comme tout à l'heure, c'est des systèmes d'enseignement, quelle place ils accordent à l'un et à l'autre genre. Vous voyez, quelle place ils accordent. Donc là, je m'étais amusé à faire ça pour la France. Bon, passons. Juste un truc là. Ça, vous voyez, c'est le score sur l'indice d'anxiété vis-à-vis des mathématiques. Bon, parce que dans ces enquêtes internationales, on pose des questions aux élèves pour voir s'ils ont la trouille des maths. Vous voyez? Alors, quand c'est déjà la courbe là, c'est le score moyen par pays, la courbe en bleu. Vous voyez? Donc, quand c'est au-dessus de la ligne rouge, c'est tous les pays où on a davantage peur des maths que dans la moyenne de l'ensemble des pays. Vous voyez? Et alors, le point rouge et le point vert, ça c'est le fait d'avoir peur quand on est une fille, vous voyez, c'est en vert, et un garçon, c'est en rouge. Vous voyez, je vous ai mis... donc, vous avez des pays où on a très peur des maths plus que la moyenne. C'est la Tunisie, l'Argentine, le Brésil, la Thaïlande, la Jordanie, le Mexique. Vous voyez, bon, des pays relativement pauvres quand même, en voie de développement, on va dire. La Roumanie, l'Uruguay, le Japon, etc. Taipei, la Corée, l'Italie, la France. Bon, vous voyez, déjà on a peur des maths en France. Ben ouais, en France, c'est la matière par excellence de la sélection scolaire. Vous voyez. Et puis regardez l'écart entre les garçons et les filles, quoi. C'est champion du monde. Quand même, on a d'autres pays qui ne creusent pas autant les différences, et de loin, quoi, voire même qu'il est... Voilà. Donc, bon, là, j'ai donné avec des résultats plus récents, 2022, si ça vous intéresse, on en parlera, mais bon. Alors, pour petite conclusion, c'était... Attendez, hop, je vais tout enlever là. Voilà. En petite conclusion, c'était vous dire que l'école, finalement, actuellement, elle contribue, par son fonctionnement même, elle contribue à accentuer les inégalités en matière d'apprentissage, donc en matière de devenir. Et pour l'instant, j'ai presque envie de dire, bon, j'avais intitulé, d'ailleurs c'était la suggestion de Paul, fort à propos, c'était École, mauvais élève de la démocratie. Je me demande si on n'est pas dans une forme de renoncement à la démocratie. Alors, je le pondérerai. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, quand il a été élu, il a mis en place, en tout cas pour l'enseignement élémentaire, plus d'argent pour l'enseignement primaire, et notamment pour les élèves en REP+. Donc, je regardais les stats, c'est en moyenne 5 élèves en moins par classe. Alors, je suppose qu'ils ont lu, lui et son équipe, les travaux de Piketty, l'économiste, qui avait montré que lorsqu'on diminuait l'effectif d'une classe d'à peu près 5 élèves, ça avait un effet positif dans le cas des classes qui recrutent des élèves de milieux populaires. Donc il faut suivre, après, il faut voir, parce que, une chose est ce résultat que je vous dis, autre chose est la façon dont on en parle les enseignants et comment ils travaillent. Voilà. Dans un contexte où quand même, la ségrégation en fait, j'ai pas dit le mot, mais il faut le dire, la ségrégation sociale et spatiale est de plus en plus forte. Et donc les conditions de travail sont de plus en plus difficiles parce que ces établissements du primaire au secondaire, et surtout dans le secondaire, se heurtent à une chose, c'est la forte mobilité des enseignants, bien entendu. Je ne l'ai pas questionné, mais on pourra en parler. C'est le modèle de recrutement et de gestion des carrières des enseignants. D'affectation, tout à fait. Et donc, voilà. Par contre,
Voilà, il faut être prudent, mais il faut voir les résultats que ça va donner. Par contre, l'idée de faire des groupes de niveau 6e, 5e principalement, alors, outre le fait que les moyens pour l'instant ne sont pas là par rapport à ce qui est affiché, en fait, vous savez, les enquêtes qui ont porté sur les acquisitions des élèves en fonction de la composition sociale des classes, ils ont montré que les élèves de milieux populaires et ou les élèves les plus faibles, quand on les mixait avec d'autres, ils apprenaient mieux que quand on les laissait dans des classes, si vous voulez, non mixtes, je vais dire hétérogènes faibles, homogènes faibles. Voyez, c'est un enjeu, la mixité, parce qu'en fait, les enfants des milieux populaires sont les plus sensibles aux effets de contexte. L'enseignant, quand il a un effet sur les apprentissages, il a plus un effet très fort, il peut avoir un effet très fort sur les élèves de faible niveau. Alors que les enseignants, face aux élèves de très bon niveau, en général, ils ont une efficacité identique. Voyez, quand on pose la question de la composition sociale des classes, là aussi, la mixité favorise les apprentissages pour les élèves les plus faibles et ou les élèves de milieux populaires. À partir du moment où on dit que on va séparer les élèves en 6e et en 5e en fonction de leur niveau en mathématiques et en français notamment, ce que je crains, c'est que le possible gain qu'il y aura peut-être eu au primaire, à minima, s'effacera. Je ne parle que des acquisitions. Si on se place du point de vue des élèves, beaucoup d'élèves ont le sentiment d'être parqués, d'être l'objet, pas que de ségrégation, de discrimination, ce qui est très différent. Parce que la discrimination, on la vit comme le geste d'assigner à, vous voyez. Et donc, ce n'est pas qu'une question d'apprentissage. Je pense que ce qui se joue, c'est la question de l'intégration de la nation. Et ça c'est une question très très importante. Et je ne suis pas convaincu que ce gouvernement en ait pris la mesure. Voilà. Merci. Merci Patrick. Alors, Nicolas.